Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bien, notre invité ce matin n'est pas un politique, quoique. Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, vous êtes essayiste et vous avez été candidat éphémère à la présidence de la République en 2022. D'ailleurs, je reviendrai sur cette candidature, Gaspard Koenig. Vous êtes... Comment un agri-philosophe? Un gros philosophe. Je dis agri. Un penseur vagabond, ça me va bien. Penseur vagabond, ça vous va bien, penseur vagabond? Oui, parce que j'ai toujours mêlé les idées, les livres à l'expérience, les balades, le jardinage, les voyages. Je pense que la pensée se nourrit beaucoup du réel et qu'il faut constamment plonger la main dans la terre, à la pâte, sur les chemins ou dans la pogne des gens. Bien. Alors, si je vous ai invité ce matin, c'est parce que la vie politique n'a pas vraiment... c'est pas enthousiasmant, ça n'a pas repris vraiment. Il y a un conseil des ministres en ce moment à l'Élysée. Nous aurons le temps de plonger dans la vie politique. Mais je voulais que nous réfléchissions un peu sur notre société, sur cette année 2025 qui arrive, avec le premier événement mondial qui aura lieu dans 17 jours aujourd'hui, l'investiture de Donald Trump. Ce sera le gros événement de ce début d'année. Vous en convenez, Gaspard Koenig? Sans doute, on ne sait jamais ce que l'année nous réserve. Il peut y avoir pire avant. C'est vrai. Il peut y avoir pire avant. Pour vous, c'est le pire, parce que beaucoup ont critiqué Donald Trump avant l'élection. Maintenant, on a l'impression que Donald Trump est devenu le sauveur du monde. Vous n'avez pas cette impression-là ? Moi, je pense que quelqu'un qui a participé, ou en tout cas encouragé un coup d'État dans une des plus grandes démocraties du monde, les États-Unis d'Amérique, est discrédité à vie, et que ça suffit quelque part pour le juger. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de quelque part, et ses idées viennent de quelque part. Voilà. Et je ne pense pas qu'il faille le résumer à un pseudo-fasciste, ou une marionnette, ou un idiot. Keynes disait que quand un politique semble avoir une idée complètement farfelue, il y a probablement un économiste ou un intellectuel mort depuis longtemps qui l'avait conceptualisé. En fait, les idées, elles vivent leur propre vie, puis un jour ou l'autre, elles se retrouvent, quand elles sont mûres, dans la tête des hommes politiques qui les incarnent. Et il y a quelque chose d'assez fort qui est en train de se passer à la fois en Amérique, à la fois au nord et au sud, avec d'un côté le duo Trump-Musk, et de l'autre Javier Milei en Argentine. J'allais venir. Parce que, et c'est très clair s'agissant de Musk et Milei, les deux se revendiquent ou se sont revendiqués de la pensée libertarienne, qui était une pensée ultra minoritaire, qu'on connaît très très peu en France, et qui est en train de devenir un véritable phénomène mondial. Milei, c'est très clair, puisque son maître à penser, c'est Murray Rothbard, qui est un des pères fondateurs de la discipline dans les années 80. Et Musk a traîné dans la bande de PayPal avec Peter Thiel, qui sont des techno-libertariens, disons, assumés. Et donc, c'est pas le fascisme, l'autoritarisme des années 30 du siècle précédent était fondé sur la construction d'un État fort, sur la nationalisation, sur le national-socialisme. Aujourd'hui, c'est quasiment tout l'inverse, puisque ces figures très autoritaires sont là assez explicitement pour détruire l'État. C'est Milei avec sa tronçonneuse, ou c'est Donald Trump qui nomme à la tête des administrations des gens qui sont leurs ennemis revendiqués. Et donc, il faut un peu revenir au fondement philosophique du libertarianisme. Oui. C'est quoi ? C'est assez séduisant comme pensée, parce que c'est une pensée de la liberté individuelle absolue. À une époque, ça m'a intéressé. Oui, c'est ce que dit Musk, d'ailleurs. Oui. La liberté individuelle absolue. Et la liberté d'expression, s'agissant de son réseau social. Je vous parlerai du transhumanisme après, parce que c'est aussi l'étape suivante. Exactement. Exactement. Oui. Et c'est assez séduisant. Moi, j'avais été, il y a presque une dizaine d'années, visiter le Free State Project au New Hampshire, qui est une espèce de camp annuel qui regroupe des libertariens qui ont une pensée très radicale, très ouverte, puisque vraiment, alors là, il y a une tolérance absolue sur les mœurs, les idées, les religions, les croyances. C'est vivre libre et laisser les autres vivre. Et on ne pouvait pas payer avec des billets de dollars, parce que c'est le monopole de la Banque centrale, donc c'est pas bien. Alors il fallait payer avec des bitcoins ou avec des pièces en cuivre qui contiennent encore un alliage qui fait que la monnaie n'est pas manipulée. Donc vous voyez, ils vont assez loin. Et il faut s'intéresser à cette pensée parce que elle est quand même assez substantielle. Et elle est fondée
sur donc la liberté humaine, mais aussi le rôle de l'intelligence humaine qui fait de l'homme une espèce complètement à part, et puis la propriété privée comme un droit complètement absolu. De sorte que pour les libertariens, en fait, la société entière est réglée par un échange contractuel entre propriétaires. Mais c'est quoi? C'est une nouvelle idéologie ou Enfin, nouvelle, pas si nouvelle que ça, hein. Mais c'est aujourd'hui une idéologie répandue par des hommes comme Musk ou Milley. Exactement. Hein. Je ne sais pas si Trump adhère totalement à cela. Ça, nous verrons. Trump, il vient quand même du Tea Party qui en est aussi inspiré. Donc on voit quand même qu'il y a une espèce de dynamique. Oui. Et c'est une pensée qui date des années 70-80 et qui, comme toute pensée, prend un demi-siècle un peu pour s'épanouir en partant d'un coin quand même extrêmement minoritaire. La volonté, c'est quoi? C'est détruire l'État? La volonté, c'est que l'État se réduise à la gestion des contrats et des droits de propriété. C'est tout. À part ça, l'État est globalement illégitime pour tout le reste. Mais qui véhicule cette pensée en France? Ce n'est pas Marine Le Pen, c'est pas... Non, pas du tout. Pas du tout. En France, il y en a une version très très atténuée chez ceux qu'on peut appeler les libéraux conservateurs à droite, mais c'est extrêmement atténué. Oui, David Lisnard, par exemple, ou... Peut-être, faudrait lui demander. Enfin, oui, faudrait lui demander. C'est extrêmement affadi et à peu près personne ne s'en revendique de manière explicite. Oui. Moi, je pense que si elle arrive aujourd'hui, il y a des raisons. Et la raison, c'est que nos sociétés occidentales, fondées sur des États-providence très forts depuis l'après-guerre, se sont emballées dans une extrême bureaucratisation, que ça soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, et qu'on est arrivé un peu au stade ultime de ce que Tocqueville anticipait, qui est le despotisme démocratique, où on se sent complètement enfermé, constamment à justifier ses propres actions, constamment à remplir des comptes, des formulaires, des mots de passe, et finalement privé, dépossédé de sa capacité à agir et d'une forme de dignité humaine, constamment infantilisée. Je pense que les partis classiques ne prennent pas du tout ça au sérieux. Moi, c'était, vous l'avez rappelé, le thème de ma campagne, parce que c'est ce que j'avais vu dans la France que j'avais parcouru à cheval, c'est ce dont me parlaient les gens. Et ça existe à peu près dans tous les États occidentaux qui ont construit ces États-providence. Et il y a une réaction donc par rapport à ces États colossaux qui est une réaction de tronçonneuse. C'est la tronçonneuse. C'est la tronçonneuse. Oui, mais pardon, Gaspard Koenig, la tronçonneuse semble fonctionner en Argentine. Je regardais les derniers chiffres économiques, les dernières réalités économiques de l'Argentine, baisse. Augmentation du niveau de vie, même si les plus pauvres sont souvent laissés sur le bord du chemin, baisse de l'inflation. Enfin, l'économie argentine se porte mieux avec les mesures prises. Mesures, je rappelle, 30% de baisse des dépenses publiques. Milley, baisse des subventions énergétiques, des aides aux provinces, diminution des pensions de retraite. On n'imagine pas ça en France, diminution des pensions de retraite. Arrêt des travaux publics, suppression de fonctionnaires. Non, mais il y a un côté très séduisant de la tronçonneuse. Oui. Moi, quand je suis accablé de paperasse à faire, alors que je suis un pauvre artiste-auteur, c'est ça mon statut, et que je me retrouve dans 1000 trucs incompréhensibles, moi aussi j'ai envie de prendre une tronçonneuse. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prise avec les acronymes qui composent notre société aujourd'hui, qui ont très envie de prendre une tronçonneuse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette tronçonneuse, elle coupe un peu tout. Et notamment, elle coupe aussi les arbres. Parce que les libertariens, pour les raisons que j'évoquais, qui est le respect absolu de l'espèce humaine et de la propriété privée, n'ont absolument aucune idée ni aucune conscience de la crise écologique. Et de ce point de vue-là, ils représentent une fuite en avant colossale. C'est Trump qui dit drill, baby drill, c'est-à-dire forons, creusons pour trouver encore plus de pétrole pour aller jusqu'au bout de la surexploitation des ressources qui menacent, selon moi, notre propre existence sur Terre. Oui. Et donc aujourd'hui, la tronçonneuse, on voit d'où elle vient, on voit quelque part... Sa légitimité dans l'espace intellectuel et dans l'espace public, mais le problème c'est qu'elle est faite sans aucune... C'est un extrémisme. Et moi j'avais écrit un papier qui s'appelait l'autoritarisme libertarien, parce qu'effectivement ça devient d'une doctrine qui est à la base une doctrine quand même de liberté, donc est censée... de liberté d'expression. Voilà. Je reviendrai sur la liberté d'expression. C'est censé être assez conciliante, assez sympathique quand même dans son fondement. Ça devient d'abord une idéologie aussi rigide que les trotskistes par rapport au marxisme des années 60. C'est une grille de lecture du monde qui est complètement monolithique, qui n'admet plus la nuance, qui par ailleurs, sur le plan aujourd'hui culturel ou social, s'accompagne d'un conservatisme très fort et un peu paradoxal par rapport aux origines de la doctrine, puisque à la fois Milley et Trump sont quand même des nationalistes. Or, un vrai libertarien, c'est un internationaliste. C'est quelqu'un pour qui il n'y a pas de frontières, tout est ouvert.
Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que la tronçonneuse, elle est beaucoup trop violente. Est-ce que ça explique les prises de position d'Elon Musk pour l'AfD en Allemagne, pour l'extrême droite en Grande-Bretagne? Comment expliquer cela? Parce que, comme vous le disiez, le libertarianisme, oui. C'est quelque chose de très universel, de très mondialiste, de très ouvert. Donc, je pense que c'est intellectuellement contradictoire, mais que ça reflète bien une évolution, disons, culturelle du mouvement libertarien, qui à la fois prône une liberté absolue sur le plan économique et qui, sur le plan culturel, est au contraire de plus en plus fermé. Gaspard Koenig, il y a aussi cette volonté du transhumanisme, de dépasser notre cadre biologique. Exactement. Et ça, c'est la passion de l'intelligence dont je parlais. Oui. C'est l'idée que, en fait, ce qui compte chez l'homme, c'est son cerveau, c'est ses idées. Et que si un jour on arrivait à avoir des idées en se passant de notre substance organique, de notre corps, alors là, on atteindrait une forme d'éternité. C'est ce qu'on appelle parfois la singularité chez les transhumanistes, le point de singularité, où on n'a plus besoin de toute cette biologie, de tous ces processus d'évolution naturelle, et où finalement, on domine tout. Vous voyez, c'est une volonté de maîtrise totale, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir la maîtrise de beaucoup de choses, mais on est encore dépendant de notre corps pour penser, pour agir, et notre corps, il est mortel, il est fini. Et donc là, il y a une idée quasiment... Il réagit. Et il réagit, et en plus, il nous donne des idées, des sentiments, des interactions. Bon. Et là, il y a une idée quasiment mystique, quasiment religieuse, qui revient au fond à une forme de dualisme presque entre l'âme et le corps, de dire on va tout mettre dans des datas, et on va maîtriser l'univers par la force de la pensée. Pour moi, c'est ça le transhumanisme. Et c'est effectivement quelque chose qui nie complètement, et on revient à la question écologique que j'évoquais, qui nie complètement la biologie. La biologie qui est en nous, qui nie le vivant à la fois hors de nous, c'est-à-dire les êtres vivants qui font nos écosystèmes sans lesquels on ne pourrait pas vivre, et le vivant en nous qui fait que nous n'avons une intelligence que parce que nous avons de l'homéostasie, que parce que nous communiquons, que parce que nous avons un corps, des organes, que parce que justement nous sommes finis. Donc je pense que c'est une pensée profondément erronée, mais il faut d'abord comprendre d'où elle vient. Il faut comprendre que, comme le dit Yuval Harari, leur idéal, c'est l'homo deus, c'est-à-dire l'homme-dieu, l'homme totalement autonome, qui ne dépend de plus rien d'autre autour de lui. Ce qui était d'ailleurs, de manière amusante, un peu l'idéal des humanistes, comme Pic de la Mirandole, quand il disait l'homme peut devenir bête, mais il peut aussi devenir Dieu, pure pensée, pur esprit. Gaspard Koenig. Et puis, finalement, dans la société voulue par Trump ou Musk, peu importe la vérité. Le mensonge devient vérité. On parlait de liberté d'expression totale. C'est Musk qui défend cela, mais où est la vérité? On ne sait plus où est la vérité. Est-ce qu'il y a une volonté, justement, de dépasser... Mais je pense pas. Je trouve ce débat sur les fake news un peu hors des clous, parce que précisément l'idée que quand même que je trouve juste, c'est que la vérité dans l'espace social, dans l'espace culturel, dans l'espace scientifique, bon d'accord, on sait ce que c'est, mais dans les sciences humaines, disons, dans la discussion politique, la vérité, elle émerge uniquement de la confrontation maximale des idées et des opinions. C'est l'idée de John Stuart Mill quand il défend une liberté d'expression quasiment absolue. C'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui disent des erreurs, qui disent des idioties, pour que vérité contre erreur, tout ça forme un magma d'où émerge, normalement, dans la délibération, dans la discussion rationnelle, quelque chose qui nous fait progresser. Donc il n'y a pas de... Et quand par exemple l'État français se dit on va légiférer pour délimiter quelles sont les fake news et quelles sont les nouvelles légitimes, c'est extrêmement dangereux, parce que personne ne détient ce critère-là. Et ce critère, il n'existe que justement dans l'ébullition de l'espace public. Je comprends. Et donc effectivement, c'est pénible d'entendre des choses qui nous dérangent, qui nous irritent, qu'on trouve absurdes. Mais de quoi avons-nous peur? Si on les trouve absurdes, c'est qu'on sait les réfuter, c'est qu'elles sont faciles à démonter. Et John Stuart Mill disait une idée qui n'est plus contestée, même si elle est juste, devient un dogme mort. C'est-à-dire elle perd sa signification, elle perd sa vigueur, parce qu'elle n'a plus besoin de se défendre. Donc moi, je suis assez d'accord avec cette idée qu'il faut laisser un maximum de parole, alors peut-être de manière plus organisée, plus délibérative que sur les réseaux sociaux, mais que c'est comme ça que l'humanité progresse dans sa conception collective des vérités sociales. Alors je vais être plus terre à terre avec les vœux d'Emmanuel Macron, qui a parlé effectivement de donner la parole. On donne beaucoup la parole. Les politiques veulent beaucoup donner la parole. Il y a beaucoup de communication autour de cela. On les voit rencontrer des gens, puis
ça fait des belles images, rencontrer des gens dans la rue, oui d'accord. Mais l'usage du référendum, par exemple, il n'a pas parlé de référendum, mais tout le monde en parle, pour lui, depuis mardi soir. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage du référendum, vous? Je pense que c'est pas la parole qu'il faut donner, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, ouais. Et Oui. le référendum... Donner le pouvoir aux citoyens. Bah, enfin, c'est quand même normalement le fondement Oui. de toute Mais démocratie. Oui. Le référendum national est compliqué à mettre en place dans une société qui n'est plus du tout habituée à la délibération, au compromis et au fond à la discussion politique. Moi, je suis très très admiratif du modèle suisse de démocratie. J'avais été là-bas assister dans le canton de Glaris à des Landsgemeinde, c'est-à-dire à ces assemblées populaires où véritablement les citoyens réunis au niveau local décident des lois qui vont constituer la moitié de leur législation pour l'année à venir. Et c'est des lois importantes au niveau local. C'est le salaire des fonctionnaires, c'est la route de contournement du chef-lieu du canton. Enfin, et on vote et le pouvoir exécutif respecte la décision. Mais c'est un État fédéral. Oui, mais... Gaspard Koenig, oui, mais alors que nous ne le sommes pas. Bah, c'est un État fédéral. D'abord, c'est un État qui s'est constitué parce que les cantons ont pris leur indépendance des Autrichiens et se sont dit, bon, bah, maintenant, comment est-ce qu'on gère notre vie en commun ? Oui. Et donc, ils ont trouvé cette méthode qui est simplement d'organiser des assemblées. Et pour en revenir à la France, je pense qu'avant d'aller au référendum national, Oui. il faudrait retrouver, parce que c'est ce qu'ont fait les Suisses pendant plusieurs siècles, avant de faire des votations nationales au milieu du 19e, il faut retrouver d'abord l'usage du référendum local. C'est Oui, mais lui local, qui est à quelle échelle? extrêmement puissant. Local, à quelle échelle? Ça peut être à l'échelle de la municipalité comme à l'échelle de la région. Ça dépend des affaires qu'on va discuter. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, depuis 1992, c'est permis par la loi en France. Donner l'envie, le besoin même aux citoyens d'aller s'exprimer. Mais d'aller s'exprimer et surtout de décider. Alors qu'il ne va plus s'exprimer et qu'il s'exprime, il s'exprimera de moins en moins aux élections nationales. Surtout de décider, c'est-à-dire que quand on se contente de donner la parole pour consulter, on dit n'importe quoi parce que de toute façon on sait que ça prête pas à conséquence. Quand tout d'un coup on se rend compte que notre voix va véritablement compter, qu'on va être exposé aux conséquences de notre propre vote. Tout d'un coup, on prend les choses très au sérieux. Moi, j'avais été surpris, justement, en allant en Suisse, de la maturité des discussions sur la place publique. Et attention, parce qu'il y a 15 000 Suisses assemblés sur la place pendant 2 jours, sous la pluie, et c'est austère, on n'applaudit pas, on siffle pas, on écoute. Tout citoyen qui le souhaite peut aller à la tribune, défendre son argument, d'autres lui répondent. C'est formidable, ça. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez discipliné, et à la fin... la décision du peuple est appliquée. Mais juste en France, on a le droit de le faire depuis 1992 au niveau local. Ça s'est fait combien de fois ? 300 fois en 30 ans pour 36 000 Mais vous avez raison. Rien du tout. Vous avez raison. Pourquoi ? Parce que la décision de déclencher un référendum local décisionnel, aujourd'hui, elle est confiée au pouvoir exécutif. C'est-à-dire au maire, l'équivalent du président de la République au niveau local. Et bien du coup, évidemment, le maire n'a aucun intérêt à se dessaisir de son propre pouvoir. Et donc, si simplement on instaurait un droit pétitionnaire, c'est-à-dire que à partir d'un certain seuil de signature sur telle ou telle affaire, eh bien, de manière automatique, un référendum est déclenché. Et que son résultat est automatiquement décisionnel, c'est-à-dire c'est pas consultatif, c'est pas quelque chose pour informer le politique, non, c'est le peuple qui décide, c'est le pouvoir législatif qui décide et l'exécutif, il exécute comme son nom l'indique. Je pense que ça catharsiserait énormément le débat public français. C'est-à-dire qu'au lieu de constamment en appeler au président de la République et imaginer des grandes réformes révolutionnaires, on commencerait à se saisir de nos affaires. Mais aucun politique ne le propose. Bon, vous avez été candidat, vous, à l'élection présidentielle en 2022. Pourquoi d'abord? Et est-ce que vous le serez à nouveau? Alors non, mais c'était d'abord évidemment une candidature un peu paradoxale, puisque et c'est probablement pour ça qu'elle n'a pas fonctionné, c'est que c'était justement une candidature pour d'abord abolir l'élection présidentielle au suffrage universel, parce que ça, évidemment, ça crée une grande partie de nos mots, cette idée que le président de la République a une légitimité populaire, c'est un homme et un peuple qui est au-dessus des assemblées. Et ça explique d'ailleurs la situation actuelle. On voit très bien que les partis politiques ne sont pas là pour gouverner, en quel cas ils seraient capables de faire des compromis et de discuter des politiques publiques, mais ils sont là pour présider. Et donc cette obsession monarchique de tout homme politique en France qui rend le débat extrêmement en fait infantile et extrêmement stérile. Et donc l'idée de rendre du pouvoir, mais ça peut être aussi
C'est pas seulement c'est une question politique, mais c'est aussi une question économique, c'est aussi une question sociale, de dire on arrête de décider, mais on vous donne les moyens de décider vous-même. C'est effectivement quelque chose qu'on n'entend pas de la part d'aucun parti, d'aucun bord. Aucun parti. Oui, et qui manque énormément à la France parce qu'elle a perdu cette tradition tocquevillienne, libérale au sens philosophique du terme, qui est comment je décentralise l'exercice du pouvoir. Et moi, il me semble que ça explique en grande partie les crispations du pays. Vous serez candidat à nouveau ? Ah non, je ne serai pas candidat parce que, bon, d'abord, la conclusion aussi personnelle de cette aventure, qui était par ailleurs une aventure très instructive, très sympathique, et puis j'ai rencontré plein de gens, refait un tour de France, c'est que on ne peut pas être à la fois écrivain, intellectuel, si on veut, et politique, parce que le politique est obligé quand même de répéter un message pour le faire entendre par 60 millions de personnes. Et quelque part, normalement, il y a une répartition des rôles qui fait que, bon, l'intellectuel, il y a une liberté créative. Et puis après, le politique, il met ça dans sa propre sauce. Donc je pense que... voilà. Vous êtes un libéral, un vrai libéral assumé. Pas du tout un libertarien, on a bien compris, mais un libéral assumé, qui vit à la campagne. Oui. Donc comment peut-on défendre le libéralisme, vivre à la campagne, défendre les agriculteurs? Quelle est votre position, par exemple, sur le libre-échangisme? Les libres-échanges. Je pense que le libre-échange, évidemment, quand les conditions sont égales de part et d'autre, c'est incontestable. Voilà, ça permet la division du travail. Mais aujourd'hui, quand on ne peut pas exiger, évidemment, enfin c'est une platitude de le dire, mais on ne peut pas imposer des normes à nos propres agriculteurs qui ne sont pas imposées à ceux dont on accepte les importations. Donc il est évident que dans la situation actuelle, il faut rétablir des barrières tarifaires ou des barrières réglementaires pour pouvoir justement, au moins au niveau européen, imposer des normes qui soient... Et moi, je suis très radical sur la question écologique. Je pense d'ailleurs que le libéralisme historique, celui du 19e siècle, celui de Tocqueville, de John Stuart Mill, était un libéralisme très écologique, parce que l'amour de la nature et l'amour de la liberté, on sent bien que ça vient un peu du même sentiment, du même instinct, du même respect du vivant hors de nous et du vivant en nous aussi. Du rejet de toute forme de bureaucratie. La bureaucratie, c'est un peu la monoculture des êtres humains, si vous voulez. C'est qu'on fait pousser les gens en rang d'oignon. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de la transition agroécologique est vraiment une question clé pour la société. Et que c'est un très beau projet politique, parce que ça va bien au-delà de l'agriculture. Ça engage tous les pans quasiment de la société. Et ça donne énormément de solutions, à la fois en termes de protection de la biodiversité, d'assainissement des ressources en eau, évidemment de l'alimentation, de la santé, des paysages, du travail aussi que ça peut fournir. Je pense que vous avez Physiocrate au XVIIIe, c'était ces philosophes qui repensaient l'agriculture et qui en ont fait un projet de société, un tel projet de société que ça a donné la Révolution française. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut repartir effectivement du travail du sol, de la question du sol et de l'humus, pour forger un projet de société durable. C'était l'un de vos derniers livres qui a connu un très gros succès. Le dernier, le titre, rappelez-nous. Agrophilosophie. Agrophilosophie, réconcilier nature et liberté, justement. Alors, quel éditeur ? L'Observatoire. L'Observatoire. Merci Gaspard Koenig d'être venu nous voir pour réfléchir un peu à tout cela. C'était très intéressant. Merci. Il est 8h58. Vous êtes sur Sud Radio. Patrick Roger, juste après les infos de 9h.